monde et merci d'être nombreux. Donc on va commencer la présentation. Je vais vous demander de lire le Safe Harbor, donc on va passer les 30 minutes à lire ça. C'est juste une blague. Alors, la sécurité des API, je pense que le sujet a été bien introduit depuis le matin. Vous avez entendu parler beaucoup d'interlocuteurs et donc le sujet a été bien abordé, introduit. Deux chiffres juste pour replanter un peu le décor. Donc, les API, c'est presque 350% d'augmentation dans l'utilisation. Ça devient de plus en plus le trafic le plus connu et le plus commun dans le web. Donc c'est quelque chose qu'on utilise tous, soit on le sait, soit on ne le sait pas, mais c'est quelque chose qu'on utilise tous. Et aussi, c'est presque 700% d'augmentation d'attaques en 2021. Donc c'est un vecteur d'attaque assez important et qui a un impact majeur en fait sur les entreprises. Vous avez éventuellement, en fait, Nicolas a bien introduit la partie OWASP, les vecteurs de menaces, en fait, et juste à titre d'exemple, la partie téléphonie, en fait, c'est l'exemple de T-Mobile. Qui aux USA, en fait, un utilisateur a pu récupérer toute la base des utilisateurs, en fait, de toute la base des clients. Et le pire, c'était même plus que ça, c'est que pendant 2 mois, la faille était ouverte et T-Mobile ne l'ont pas détecté. Il y avait même du tutoriel qui se mettait sur YouTube. Et donc tout le monde pouvait récupérer la base des clients de T-Mobile. Donc tout ça, c'est parce qu'en fait, on ne contrôle pas les API, on ne sait pas ce qu'elles font. Sécuriser les API n'est pas une chose facile parce qu'en fait, ils sont consommés de différentes manières, depuis différents devices. Ils ne sont pas consommés que par des utilisateurs qu'on maîtrise, ils sont aussi consommés par des partenaires, par des externes, par des clients, par des fournisseurs. Donc tout ça, en fait, c'est un écosystème assez complexe. Et l'API en soi, l'objectif, c'est pas d'implémenter de grosses logiques derrière, c'est surtout, en fait, une API doit faire une tâche unique et bien faite. Donc toute la partie sécurisation, c'est très important de l'adresser, même s'il est un peu plus complexe que de sécuriser les applications traditionnelles. Je ne vais pas m'attarder sur tous les points, je pense que vous les avez vus. En fait, on viendra au fur et à mesure, on va les revoir et on va voir en fait quelle solution mitige quoi. Et l'objectif en fait de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer ce que peut apporter une solution IAM dans cet écosystème de sécurisation des API. Donc l'IAM est là pour ajouter une couche importante et primordiale pour sécuriser vos API. Donc, la question qui se pose tout de suite, c'est qu'on a vu, il y a pas mal de stands, il y a pas mal de choses qui sont faites autour des API, notamment tout ce qui est en fait passerelle, tout ce qui est gateway, qui permettent de gérer, de déployer, de publier, de gérer le cycle de vie des API, de gérer les accès, de gérer en fait la bande passante vers les API avec le rate limiting, etc. Mais est-ce que cela suffit? Donc moi, en tant que chef d'entreprise ou DSI d'une entreprise, je me dis, bon, j'ai déjà acquis cette brique API, normalement, ça devait me suffire. Pourquoi j'ai besoin de plus que ça et pourquoi j'ai besoin de l'IAM? Alors, reprenons une architecture, du coup, une architecture d'API. En gros, une architecture d'accès aux API. Donc, l'API Gateway se met bien sûr en frontal, dans la zone du milieu. Et puis, on a nos microservices, en fait, qui intègrent parfois de la donnée ou qui ne l'intègrent pas, qui sont en fait dans la partie back-end et qui se consomment en fait entre eux. Parce que l'intérêt d'utiliser une API, c'est de pouvoir utiliser des microservices au maximum, c'est de pouvoir en fait économiser le code, l'infra et tout ce qui va avec. Donc l'API, elle est consommée soit par les utilisateurs donc dans le mouvement en profondeur, donc les utilisateurs qui utilisent différents devices, différents équipements et qui peuvent accéder depuis en utilisant des applications web, de l'IoT, des applications mobiles, tout ça, ça consomme des API. Ou bien sûr être consommé en fait dans le mouvement horizontal, c'est les microservices en fait qui se consomment entre eux. Et tout ça en fait, elles sont publiées sur l'API Gateway et on rajoute en fait une couche de sécurité avec la gestion des accès et de l'identité. Donc mon API Gateway, grosso modo, ça va me permettre de gérer tout ce qui est déploiement, tout ce qui est discovery, donc publication des API, tout ce qui est validation des entrées, tout ce qui est contrôle des accès en fait éventuellement sur les objets, les réponses, etc. C'est aussi en fait toute la partie gestion de trafic. Donc quand je dépasse par exemple un certain nombre de requêtes par minute, je vais pouvoir bloquer en fait ces accès-là. Tout ça en fait c'est des fonctionnalités qui aident à sécuriser vos API bien sûr et qui mitigent du coup ces risques OWASP éventuellement qu'on a évoqués dans la précédente présentation ou ce matin.
Et donc, voilà, l'API Gateway, voilà ce que ça peut apporter. Ensuite, moi, en tant que chef d'entreprise, ou en tant que DSI, j'ai d'autres challenges. J'ai pas que ça, en fait. La première des choses, en fait, qui me concerne, c'est que mes utilisateurs qui consomment les API ou mes services qui consomment les API, d'où ils viennent? En fait, mon API Gateway, il n'a pas connaissance de toutes mes populations. Il n'a pas connaissance de mes partenaires. Il n'a pas connaissance de mes clients, en fait, qui viennent depuis l'extérieur pour consommer mes API. Il n'a pas connaissance de toutes ces populations. Il n'a pas connaissance non plus des devices et des applications. Mon API, il peut être exploité, en fait, dans mon application que j'ai publiée sur le web, comme il peut être déployé, en fait, utilisé dans une application, utilisé par un partenaire, développé par un partenaire. Le cas des marketplaces étant un cas majeur. Les populations arrivent de différentes manières. On voit tous maintenant, ça commence à se démocratiser, s'enregistrer avec Facebook ou Google éventuellement. Donc toute cette partie-là, gestion de la population et construire une vue consolidée des populations, des utilisateurs et des applications, c'est l'IAM du coup qui l'apporte. Il y a la partie renforcer l'authentification. On a vu tout à l'heure en fait un certain nombre d'exemples qui exposaient en fait le danger quand on ne met pas un système d'authentification solide pour accéder à nos API. Tout ça, c'est un enjeu majeur en fait. Et cette partie-là n'est pas apportée par un API Gateway. C'est pas son rôle en fait. Contrôler les accès et dire qui a accès à quoi à un moment donné. Parce qu'en fait, cet accès, c'est pas forcément un accès technique. C'est pas uniquement un accès technique. C'est aussi des rôles en fait qui sont liés au rôle business du coup, à la mission de mon utilisateur en interne. Et cette information, l'API Gateway, il ne l'a pas. L'API Gateway, il a un annuaire, mais il ne sait pas en fait qui peut accéder à quoi et pourquoi il peut accéder à ça. Donc l'IAM apporte aussi cette vision. Et bien sûr, point très important, la sécurisation de l'accès à l'infrastructure. Si on sécurise toute la partie accès web et qu'on laisse la partie infrastructure vulnérable, ben ça revient à fermer la porte pour ouvrir la fenêtre. À la fin du compte, la sécurité ne sera pas optimale. Donc c'est tous ces points-là que peut adresser une solution IAM. Donc je vais aller rapidement en fait sur mon schéma de démonstration et puis je vais passer sur la démonstration. Il vous montrer ce que apportent du coup les risques que l'IAM mitige grosso modo. Donc le schéma de ma présentation, j'ai deux API du coup qui sont publiques. Donc j'ai une API qui expose des planètes, une API qui expose des lunes. Pour les passionnés de l'espace, ben, c'est l'occasion. Et donc qui sont publiés via un APG. Et que je vais venir, du coup, renforcer, en fait, authentifier et sécuriser avec notre solution Okta. Donc, le schéma en soi, c'est que l'utilisateur va venir, il va essayer de consommer, en fait, de récupérer l'information depuis une application web. Cette application web va authentifier l'utilisateur, il va obtenir un jeton. Et ce jeton-là, qui va être envoyé à Google APG, du coup, pour déterminer est-ce que l'utilisateur a le droit d'y aller ou pas. On va voir qu'il y a deux niveaux en fait, de requirement. Je me dis que, par exemple, l'information de mes lunes est plus capitale et plus sensible, donc je la mettrai sous MFA, par exemple. C'est ça mon scénario de démonstration. Je vais passer tout de suite à ma démo, si j'arrive à récupérer ma souris. Donc voilà, mon application en fait, qui va faire appel à mes API. Donc grosso modo, j'ai mes API qui sont là. Donc si je fais juste un get dessus, je vais récupérer mes lunes et je vais récupérer mes planètes qui sont là. Et donc, je vais essayer d'accéder en fait à cette API depuis mon application. En gros, ce qui va se passer, c'est que en fait, j'ai deux niveaux d'authentification. J'ai un niveau Silver qui me permet de récupérer la liste des planètes, mais qui ne me permettrait pas de récupérer la liste des lunes. Et j'ai un niveau Gold qui va me permettre de récupérer et la liste des planètes et la liste des lunes. Mais par contre, pour ce niveau-là, je vais exiger un MFA en plus. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais m'authentifier d'abord avec mon utilisateur Silver, qui est... Hop. Donc là, ce que je vois, donc j'ai été redirigé sur la mire d'authentification d'Okta, je me suis authentifié et j'ai récupéré du coup le jeton. Et je vois que dans mon jeton en fait d'accès, j'ai ici un scope en fait qui me permet de lire les planètes. Donc c'est comme ça que OAuth fonctionne. En fait, les autorisations
que qu'a utilisateur sur l'API. Ils sont représentés par les scopes. Et donc les scopes, c'est du fine grain en fait. On contrôle de manière vraiment poussée l'accès aux API. Donc maintenant, si je clique sur le bouton pour obtenir la liste de mes planètes, ben, je vais voir que je peux bien la récupérer. Si par contre, j'essaye d'afficher la liste des lunes, j'ai un message qui va me dire « Non, vous n'avez pas l'accès ». Donc ça, c'est un contrôle supplémentaire qui fait que, en fait, pour récupérer cette API, je vais pouvoir en fait exiger des niveaux de sécurité plus élevés. Donc si je m'authentifie maintenant, donc cette fois-ci, je vais m'authentifier avec mon compte. Donc je reçois une notification sur mon mobile. Voilà, donc je la valide. Une fois que c'est validé, je vais revenir sur mon écran. Voilà. Et cette fois-ci, si je clique sur obtenir la liste des planètes et je vois que du coup, les scopes ont changé, donc j'ai la capacité de lire la liste des planètes et la liste des satellites. Donc là, je vais avoir accès à plus d'informations. En gros, ce qui se passe derrière les scènes, c'est que, en fait, derrière les scènes, c'est que j'ai mes utilisateurs en fait qui sont dans mon directory. Donc j'ai mes deux utilisateurs et qui font partie de deux groupes. En fait, l'appartenance à ces groupes-là, Thomas Pesquet par exemple, qui fait partie du groupe Gold, donc qui a récupéré le plus d'accès, il peut être attribué au groupe de manière dynamique en utilisant du coup les règles d'attribution en fait au groupe. C'est les règles métiers qui vont permettre en fait d'affecter un utilisateur à un groupe et lui permettre de récupérer plus d'accès sur une API ou moins d'accès. Donc là, ça peut être l'appartenance à un groupe, à un autre groupe. Ça peut être aussi, en fait, en se basant sur l'attribut. Par exemple, l'attribut département. Si je veux en fait ouvrir plus d'accès à des personnes qui sont dans un département RH ou autre, ben, je vais pouvoir en fait les affecter à des groupes qui leur donneront plus d'accès sur mes applications et sur mes API. Donc voilà, en fait ces profils, l'utilisateur peut provenir de plusieurs sources, c'est ce qu'on disait. Ce qu'un API Manager ne pourra pas faire éventuellement, c'est qu'en fait avec Okta, on a toute une liste de profils et de sources d'utilisateurs qui sont connectés. Je peux le récupérer depuis un système RH comme SuccessFactors, je peux le récupérer depuis une Active Directory. L'utilisateur, en fait, si c'est un externe, si c'est un client, il a aussi la capacité de s'auto-enregistrer directement. Donc voilà, il y a toute cette partie-là qui est gérée de manière centralisée. Ensuite, sur la partie sécurité du coup, et contrôle d'accès, là, pour les connaissants en fait, du OAuth, j'ai du OAuth as Service. Donc je vais pouvoir définir autant de serveurs que je veux. Tout dépend de mon besoin en termes d'API. Donc j'ai mon serveur d'autorisation qui est là. Et j'ai défini en fait deux scopes qui permettent de lire plus d'informations sur l'API. Donc j'ai un scope ReadMoon. En fait, ce scope-là, je peux choisir de le soumettre en fait à une validation de consentement du client. Si le propriétaire de la ressource est un utilisateur final, ben, je peux demander le consentement à l'utilisateur final. Si le propriétaire de la ressource est l'entreprise et l'administrateur, ben c'est l'administrateur qui donne le droit à ces scopes-là. Donc voilà. Et en termes de politique d'accès, donc je définis une politique d'accès qui peut être par client, c'est-à-dire je vais avoir une politique d'accès par exemple sur le mobile qui sera différente d'une application web. Ou je peux avoir en fait une politique d'accès sur mon application web à moi, mon portail web à moi, qui va être différente d'un portail web d'un partenaire. Donc toute cette partie-là est gérée aussi de manière automatique et centralisée sur Okta. Et donc si je regarde en fait mes règles, ben, il y a la partie technique en fait où je définis un peu la tuyauterie. Donc je définis tous les flux qui sont supportés, les flux OAuth qui est un standard. Et je dis que pour les utilisateurs qui sont dans ce groupe-là, ben, quand ils vont demander un ticket d'accès, je vais leur donner accès à tous ces scopes-là. En fait, s'ils les demandent, je vais pouvoir leur donner accès à ces scopes-là et en fait, j'exige d'eux un AMAFA. Et bien sûr, je peux définir en fait toute la partie, le cycle de vie et la validité de mon token que je leur offre.
Concrètement, c'est à ça que ça correspond. Après, il y a la partie claims, en fait. Les claims, c'est les informations sur l'utilisateur qu'on peut rajouter dans les tickets d'accès qu'on donne à l'utilisateur. Donc, si l'application, si mon API ou mon API Gateway a besoin de plus d'informations, je vais pouvoir en fait rajouter des informations sur l'utilisateur et dire, par exemple, je veux les rajouter sur un ID token et je vais dire, il y a 2 formes d'ID token. Du coup, je peux utiliser en fait les expressions, rajouter des groupes, rajouter toutes les informations que j'ai besoin sur l'utilisateur dans les tickets que je délivre à mon service. Donc voilà grosso modo comment ça se passe la gestion des API. Donc là, ce qu'on a fait concrètement, c'est bien sûr récupérer les tickets. L'application a le ticket et l'envoie à APG qui valide en fait derrière en back-end. Donc il y a mon APG, il y a mon proxy sur APG qui valide. Et donc c'est une intégration native. Ce proxy il est fourni par Okta. Donc il n'y a pas de travail supplémentaire à faire et qui valide en fait le token que je lui ai donné et qui calcule les autorisations et la capacité de l'utilisateur à faire des accès sur mon API. Voilà. Donc en gros, si on revient sur ce que apporte l'IAM et sur ce qui est intéressant dans la sécurisation des API, c'est premièrement centraliser les informations de l'utilisateur, centraliser tous les utilisateurs dans un annuaire à 360 degrés. Pouvoir faire du single sign-on, c'est-à-dire pouvoir authentifier l'utilisateur depuis les différents équipements, depuis les différentes interfaces qu'il utilise. Pouvoir faire du multifactor authentication en plus sur les API. Donc je sécurise mes accès API, mes get, mes posts, etc. en leur rajoutant du multifactor là où c'est nécessaire. J'ai aussi toute la partie gestion de l'utilisateur et de ses droits, donc l'obtention des droits, la révocation des droits, la revue des droits qui peut être faite aussi et offerte par Okta. On a toute la partie API Access Management qui est en résumé le OAuth as Service, donc c'est le protocole qui permet de définir les serveurs d'autorisation et de dire quelle autorisation je donne pour quel client et pour quel utilisateur. Et aussi, j'ai toute la partie gestion du cycle de vie automatisée, donc l'arrivée des utilisateurs, création des comptes, revue par exemple du consentement, révocation des consentements, départ des employés internes et du coup décommissionnement des accès. Toute cette partie-là est gérée aussi par Okta. Et on a la partie Advanced Server Access, bon avec les problèmes techniques, je ne vais pas pouvoir la démontrer aujourd'hui, mais qui permet de sécuriser les accès à l'infrastructure, du coup au serveur Linux Windows qui héberge les API du coup, parce que les API tournent forcément sur une infrastructure OS. Donc cette partie-là permet d'étendre en fait les fonctionnalités d'Okta, la partie MFA, etc. pour l'accès au serveur à l'infrastructure. Bon, merci, on pourra te retrouver sur le stand Okta. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci.